RFI et France 24 présentent Mardi politique. Retour dans Mardi politique sur France 24 et RFI. Notre deuxième invité est Richard Ferrand. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire général d'En Marche, le parti d'Emmanuel Macron, député du Finistère. Vous êtes l'un des premiers à vous être embarqué dans l'aventure du mouvement En Marche quand il n'y avait quasiment personne. Donc voilà, on va dire que vous n'êtes pas... Vous ne faites pas partie des opportunistes d'aujourd'hui qui rejoignent Emmanuel Macron, qui engrange bien sûr les ralliements, alors du menu fretin au gros poisson comme Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense. Mais votre champion, là, attend Godot, en l'occurrence Manuel Valls, l'ancien Premier ministre, qui ne veut pas soutenir Benoît Hamon. La logique voudrait qu'il le soutienne, mais bon, vu ce qui s'est passé lorsqu'il était Premier ministre, il ne le fera pas. Il réunit ses troupes aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Alors, va-t-il soutenir votre candidat? Si vous me dites que vous ne savez pas, je ne vais pas vous croire. Bien, je vais d'abord vous dire que nous ne sollicitons aucun soutien. Nous les accueillons tous. Dès l'instant qu'ils sont clairs sur le fait de soutenir la démarche d'Emmanuel Macron, son programme et, j'ai envie de dire, sa stratégie de rassemblement et de renouvellement. Oui. Mais après, l'expression de chacun est libre. Oui, j'entends bien, mais est-ce que justement, d'avoir une partie de la Hollandie avec vous, les Le Drian, si Valls vient, est-ce que c'est pas justement, ça devient un petit peu embarrassant, parce que ça va être le Hollande bis, Macron, et c'est justement tout ce qu'il veut éviter. Il n'a pas été aux primaires. Oui. Est-ce que, dans le fond, l'effet qu'il voulait est en train de s'inverser aujourd'hui? Absolument pas. Il a eu l'occasion tout à l'heure encore de dire que nous travaillons collectivement à une alternance franche et que nous voulons non seulement tourner la page du quinquennat qui s'achève, mais aussi en finir avec les usages, les pratiques des 20 dernières années. Donc il s'inscrit bien dans une logique d'alternance. Ensuite, que de tous horizons, c'est le principe même d'En Marche, viennent des soutiens qui se reconnaissent dans la démarche d'Emmanuel Macron, moi je ne peux que m'en féliciter, en précisant que soutenir ne veut pas dire infléchir, et qu'un soutien n'ouvre pas droit à récompense, si je puis dire, oui. Ou à investiture. Donc sur ces bases, c'est extrêmement clair, et quand on veut rassembler, on ne va pas commencer à refuser les uns ou les autres. Mais vous ne triez pas, il n'y a pas de tri sélectif. Non, il n'y a pas de tri sélectif, mais nous ne sommes pas non plus une recyclerie. Oui. Richard Ferrand, vous venez de dire que vous vouliez tourner la page du quinquennat qui s'achève, mais Emmanuel Macron, il a fait partie de ce quinquennat. Il a agi dans le gouvernement, il a agi auprès de François Hollande. Y compris de cela, vous voulez tourner la page? Emmanuel Macron a toujours dit qu'il assumait. Donc c'est pas tourner vraiment la page. Alors, il assumait ce qu'il avait fait comme ministre pendant 2 ans. Bon, ça a été clairement dit, mais le constat que nous faisons, au fond, c'est qu'il y a eu des années d'impuissance et des années d'inefficacité. Nous, ce qu'il nous faut, c'est aujourd'hui promouvoir des solutions aux problèmes qui se posent à nos compatriotes. C'est ce que nous faisons. Nous le faisons de manière tout à fait inédite sous la Ve République, par un rassemblement d'un genre nouveau. Vous savez, il y a moins d'1 an, on me disait, mais enfin, ça ne va pas aller loin, votre histoire, personne ne vous soutient. Et aujourd'hui, on nous dit, comme vous le dites, madame, mais c'est le trop-plein. Bon, alors, il faudrait savoir. Ensuite, on nous disait, mais vous n'avez pas d'argent. Maintenant, on nous dit, votre argent est suspect. On nous disait, vous n'aviez pas de programme. Maintenant, on a un programme. Et maintenant, on nous dit, vous n'aurez pas de majorité. Et nous aurons une majorité. Le trop-plein, est-ce que finalement, tout de même, Emmanuel Macron ne souffre pas, finalement, justement d'un trop-plein de soutien? Parce qu'il y a quand même des personnalités tellement diverses, de Robert Hue à Alain Madelin, Philippe Douste-Blazy, Dominique Perben. On a l'impression que, finalement, tout le monde s'y retrouve. Mais ça veut dire, au fond, aussi que personne ne s'y retrouve. Dans une certaine manière. Écoutez, d'abord, il faudrait demander aux intéressés. Oui. Ce ne sont pas tous des idiots. Comment comprendre que l'ancien patron du Parti communiste et un ancien ministre libéral de droite s'accordent sur un programme? Comment le comprendre? D'abord, il vous faut nuancer un peu votre propos. Alain Madelin a dit, non pas qu'il soutenait Emmanuel Macron, il a dit qu'il approuvait la réforme des retraites que porte Emmanuel Macron, c'est-à-dire de transformer notre système opaque et illisible en un système de retraite par points. C'est uniquement cela qu'a dit Alain Madelin, je le précise.
La seconde chose, c'est que Robert Hue a estimé, sur l'autre côté de l'échiquier, vous avez raison de le dire, l'échiquier classique du monde ancien, si je puis dire, qu'il se reconnaissait dans l'approche des problèmes tels que Emmanuel Macron l'apporte et dans les solutions qu'il met en face, avec une exigence que l'on regarde un peu mieux ce qui est fait de l'argent public ici ou là. Bon, et sur cette base, Robert Hue a estimé en conscience que voter Emmanuel Macron et en faire notre prochain président de la République était conforme à sa conception d'intérêt général. Je ne vais quand même pas lui en faire griller. Non, mais c'était l'idée de dire qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron devenait un peu l'attrape-tout. Et est-ce que cette position, du coup, et même de favori dans les sondages, on a vu ce que ça a coûté à Alain Juppé, est-ce que par moment, vous avez envie de dire, comme le disait Gilles Boyer, qui travaillait avec Alain Juppé, au secours, Juppé est trop haut. Est-ce que vous vous dites ça aujourd'hui? Macron est trop haut, Macron s'envole Non, vous savez, madame, moi j'ai toujours pris soin de ne jamais commenter les bons sondages parce que je savais que ça me condamnait à commenter les mauvais. Donc les sondages, ce sont des hirondelles qui ne font pas le printemps, mais je les préfère aux corbeaux quand ils sont bons. Mais je les prends pour ceux qu'ils sont. Ce ne sont pas des oiseaux de mauvais augure, en tout cas. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Mais ça ne garantit rien. Vous savez, nous sommes extrêmement humbles. Nous savons ce que valent des sondages à 25 jours ou 30 du premier tour de scrutin. Donc nous continuons à marcher notre chemin, nous continuons à rassembler. Et je préfère que l'on dise d'Emmanuel Macron qu'il rassemble des gens d'origines diverses, plutôt que d'être confronté, comme Benoît Hamon ou François Fillon, à d'innombrables défections quotidiennes. On ne va quand même pas nous reprocher de rassembler, alors que les autres, précisément, voient les effectifs fuir. Ouais. Donc, faites-nous cette grâce de dire simplement que ce que nous avons eu comme intuition, de capacité à rassembler par-delà les clivages traditionnels. Ces guerres de religion entre la gauche et la droite. Est en train de fonctionner. Donc, j'aimerais que vous préfériez vous en réjouir. Écoutez, voilà, on ne va pas aller jusque-là. Les candidats, Richard Ferrand, les principaux candidats, les gros, comme on dit parfois, même si c'est un peu méprisant pour les autres, mais enfin c'est la formule, ont tous une proposition forte qui est un peu la colonne vertébrale de leur programme. Les 500 000 fonctionnaires pour François Fillon, le référendum sur l'Union européenne pour Marine Le Pen, la 6e République de Jean-Luc Mélenchon et le revenu universel de Benoît Hamon. Quelle est cette proposition emblématique, forte, maîtresse chez Emmanuel Macron? La Révolution? Alors je vais vous répondre, mais si vous permettez, juste avant, je voudrais vous dire que justement, je ne pense pas très sain que l'on limite la pensée de François Fillon au fait qu'il veuille virer 500 000 fonctionnaires, ou celle de Benoît Hamon au fait qu'il veuille créer un revenu universel infinançable. C'est eux qui choisissent dans leur campagne à un moment de poser une proposition comme la proposition maîtresse. Vous avez raison, et je pense qu'ils ont tort. Nous, ce que nous proposons, c'est un ensemble cohérent. Alors, je vais répondre à votre question, c'est-à-dire je vais prendre une partie. Mais quand nous disons, par exemple, sur le système aujourd'hui d'allocation chômage, nous disons qu'il faut que cela devienne un droit universel, c'est-à-dire applicable à celles et ceux qui entreprennent mais qui échouent, qu'ils soient paysans, qu'ils soient indépendants, qu'ils soient commerçants. Que nous disons qu'il faut sortir d'un système d'assurance pour passer à un système qui soit universel et qui justement fasse que les cotisations ne pèsent plus sur les salariés, ce qui va leur donner immédiatement plus de pouvoir d'achat. Alors c'est pas un slogan, mais c'est une manière de concevoir la relation au travail qui est radicalement différente et qui incite à prendre du risque en créant un filet de sécurité. Richard Ferrand, vous disiez tout à l'heure qu'on vous reprochait... Je pourrais vous en citer d'autres. Qu'on vous reprochait beaucoup de choses que vous avez mis au pont. Vous avez reproché de ne pas avoir de programme. On vous reprochait ces derniers temps, effectivement, on disait qu'il n'aurait pas de majorité. Macron, aujourd'hui, il a fait une conférence de presse pour expliquer comment il gouvernerait et pourquoi il aurait une majorité. Alors, sur le gouvernement, je vais vous dire ce qu'il a dit, enfin vous le savez sûrement, mais nos téléspectateurs, un Premier ministre compétent et qui ait de l'expérience. 2, 15 ministres, pas pris pour leur poids politique, mais leur qualité issue de la société civile. Non, pas 15, dont une part conséquente, oui, dont une part sera conséquente. Issue de la société civile. Bien sûr, vous avez raison, tout à fait. La moitié de femmes et des ministres qui auront une feuille de route claire avec un Premier ministre qui animera. Alors j'ai envie de vous dire, on a entendu ça 20 fois. En quoi c'est une révolution? Expliquez-nous. Parce que ce que je vois là, j'ai entendu des milliers de fois des candidats le dire.
En quoi c'est une révolution? Bon. Qui est le titre Révolution, le titre de son livre. On ne doit pas avoir les évidemment. mêmes oreilles, car moi, je n'ai pas entendu ça des milliers de Ah fois. bah, j'ai pris des... Ah oui. Je vous le dis franchement, mais enfin, Oh, bah, si vous l'avez entendu, tant mieux. Le président qui dit les ministres auront une feuille de route, je tracerai, on a entendu les présidents le dire. Oui, mais alors, on va admettre qu'on ne s'est peut-être pas assez bien expliqué. Je Ah vais bah, essayer de non, mais compléter. justement, expliquez-nous. Non, dans la conception qu'a Emmanuel Macron de... En quoi c'est différent? Ouais. Je vais vous dire, de la fonction ministérielle, c'est de rappeler aux ministres qu'ils sont certes des femmes et des hommes politiques, mais ils sont aussi, on l'apprend à l'université, en droit administratif, ils sont aussi des chefs de service. Et que par conséquent, ils doivent gérer leur budget, ils doivent prendre des décisions, ils doivent orienter l'action de leur administration et répondre de leurs résultats. Et si les résultats ne sont pas conformes à la feuille de route qui est donnée en termes de gestion budgétaire ou autre, ils seront tout simplement remerciés. C'est ça que ça veut dire. Il a parlé de mettre un terme. D'avoir un rapport au gouvernement qui est radicalement différent plutôt que de faire du dosage. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de Cécile Duflot dans votre gouvernement? C'est-à-dire que... Ça ne serait pas venu spontanément à l'esprit, je vous l'accorde. Une ministre qui ne fasse pas ce qu'on lui dit de faire. Il a un peu l'expression. Oui, exactement. Il a parlé de mettre fin à l'irresponsabilité ministérielle. Au fond, c'est ce que vous êtes en train d'évoquer. Oui. Et à contrario, d'en finir aussi avec, alors je ne sais plus le terme exact, mais enfin c'est quelque chose comme la surresponsabilité présidentielle. Oui. Ça veut dire que du coup, ça serait une autre forme de présidence de la République avec Emmanuel Macron, un président moins présent, moins interventionniste, qui laisserait le Premier ministre véritablement gouverner et les ministres mettre en œuvre. Bien, vous avez constaté, comme moi, que depuis notamment Nicolas Sarkozy, on a eu 2 omniprésidents. C'est-à-dire qu'au fond, tout remonte jusqu'à l'Élysée, tout est arbitré jusque dans les moindres détails, etc., etc. Là, il faut revenir à des choses un peu plus simples et plus saines de notre point de vue. C'est-à-dire, le président est en charge de l'essentiel, il est en charge des 6 grands chantiers qui ont défini ce qu'Emmanuel Macron a appelé son contrat avec la nation, et sur ces chantiers-là, il mettra tout son poids personnel. Pour le reste, une fois les feuilles de route cadrées avec le Premier ministre, sous la responsabilité du Premier ministre qui veille à la bonne exécution de la feuille de route arrêtée en Conseil des ministres, le président fera ce qu'il a à faire, c'est-à-dire travailler sur le temps long, travailler sur les grands enjeux stratégiques et non pas sur les moindres détails de telle ou telle décision ministérielle. Alors si on a bien compris, effectivement, la question lui a été posée s'il prendrait un Premier ministre de la société civile. Il a répondu non, il faudrait un Premier ministre qui ait de l'expérience. Mais en revanche, pour ce qui est des ministres, la société civile, on a vu que ça ne donnait pas toujours des bonnes choses. On a eu l'épisode Schwarzenberg, l'épisode Tapie, j'en oublie sans doute encore. Est-ce que vraiment, il n'y a pas un moment où la politique, c'est un métier? Alors certes, vouloir bousculer les choses, pourquoi pas? Mais au final, on s'est toujours rendu compte que c'était toujours souvent raté. Vous savez, s'il suffisait d'être un professionnel de la politique pour réussir, notre pays ne serait pas dans l'état où il est. Puisque ça fait quand même 30 ans que ce sont des fameux professionnels de la politique qui ont échoué, quelle que soit leur couleur. Donc ce que dit Emmanuel Macron, c'est que si l'on veut redonner de l'oxygène à notre vie politique, il faut bien sûr... Mais ce n'est pas les institutions qui ont besoin d'oxygène, plutôt? Qu'il y ait des femmes et des hommes politiques aguerris, expérimentés, mais qu'il y ait aussi... Mais elles sont victimes des femmes et des hommes qui viennent, comme on dit, de la société civile, c'est-à-dire de la société non politique. Oui, mais est-ce que c'est une question d'homme ou de femme? Est-ce que c'est l'homme ou la femme qui fait la fonction? C'est une question de culture politique, oui. Mais voilà, on sait très bien qu'il y a ces institutions qui sont raides, il y a un système politique qui est ancré, il y a ce qu'on appelle le fameux millefeuille administratif, etc. Est-ce qu'on peut bousculer? Est-ce que des hommes et des femmes seuls peuvent bousculer des années et des années d'épaisseur, mais il ne s'agit pas de non-réforme, on va dire. Non, mais il ne s'agit pas de bousculer pour bousculer, il s'agit d'être efficace. Pour être efficace, il faut des femmes et des hommes qui gouvernent, qui aient ce goût de l'efficacité. Oui, mais si les structures ne suivent pas. Et ensuite, bien entendu, il faut une majorité parlementaire solide pour conduire à bien les réformes contenues dans le programme d'Emmanuel Macron. C'est ça l'enjeu, c'est ça l'architecture générale. Oui. Alors on évoquait il y a un instant les soutiens, certains disent presque trop nombreux, à Emmanuel Macron. Et à ce propos, au cours de cette conférence de presse dont on parlait il y a un instant, il a eu ces mots en forme de mise en garde, on l'écoute. Vous l'avez compris, je suis heureux que notre démarche
suscite un intérêt chaque jour grandissant. Le soutien des citoyens, je m'en réjouis. Mais l'agenda caché des politiciens, je m'en méfie. Je me méfie de l'agenda caché des politiciens. C'est une manière de dire pas de ralliement de la 25e heure, ou de dire, au fond, je peux avoir envie de certains soutiens, mais j'en ai pas besoin. Non, ça veut dire quelque chose qu'on sait tous. Les amours tardives sont rarement désintéressés. Ça veut dire qu'au fond, un certain nombre de personnes se disent on ne sait jamais, si Emmanuel Macron l'emportait, il faut que je sois dans le bon train pour arriver à la bonne destination, qui est ma réélection, ou ma promotion, ou le renforcement du pouvoir que j'exerce ici ou là. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que nous acceptons, bien entendu, tous ceux qui, en sincérité et en conviction, disent « je souhaite que vous soyez élu, je souhaite que votre programme soit exécuté, mis en œuvre, je souhaite y contribuer ». Nous, on le croit volontiers, mais on sait très bien qu'au fond, si Emmanuel Macron est élu président de la République, à droite comme à gauche, on va retrouver des personnalités qui auront comme principale préoccupation de reconstruire sur les cendres de l'échec les maisons d'hier. Donc, vous pensez à des personnes en particulier là, qui seraient des opportunistes qui attendraient le dernier moment pour prendre le train en marche, c'est le cas de dire. Oui, je ne pense à personne en particulier, sinon ce serait un procès d'intention. Mais je vois bien quand même que des personnes qui ont eu des mots extrêmement durs sur votre plateau ou sur d'autres plateaux à l'égard d'Emmanuel Macron ne sont pas loin de lui trouver aujourd'hui toutes les vertus. Alors forcément, ça nous rend un peu dubitatifs, même si a priori, quand on veut rassembler, il faut rassembler et savoir jeter les rancunes à la rivière. Justement, vous parliez de la personne précédente, celle qui était du Front National. Dans le fond, la boxe politique, Emmanuel Macron, ça ne l'intéresse pas vraiment d'attaquer ses adversaires, notamment Marine Le Pen. Il préfère vanter ses propositions à lui plutôt que d'attaquer l'adversaire. Et quand certains disent qu'il faut voter Emmanuel Macron parce que c'est un rempart au Front National, est-ce que vous croyez à cet argument ? Moi, je suis absolument convaincu, et c'est mon expérience de terrain. Je suis un élu du Finistère, j'étais conseiller général, régional, avant d'être député, dans le Finistère intérieur, de Carré à Crozon. Et quand je discute avec les gens, c'est encore le cas samedi sur le marché, au fond on nous dit mais on en a marre de ces querelles où on voit des combats de coqs de gens qui au fond s'intéressent à leur propre positionnement et qui ne parlent qu'à eux-mêmes. Donc Emmanuel Macron, lui, a la conviction qu'il faut dire aux Françaises et aux Français, surtout que cette campagne a été polluée par des affaires, voilà ce que je veux faire, voilà comment je veux le faire, voilà avec qui je veux le faire. Ensuite, le match de boxe, je crois que ça désespère plutôt les Français, ça les détourne de l'intérêt du fond. Donc il a raison, je trouve, de dire faire de la politique autrement, c'est mettre ses propositions sur la table et les défendre, et seuls les Françaises et les Français jugeront. C'est ça la démocratie. La haute autorité pour la transparence de la vie publique qui avait été saisie par Anticor a indiqué qu'il n'y avait pas d'éléments problématiques dans le patrimoine d'Emmanuel Macron. Si je vous demande si vous êtes soulagé, vous allez me dire non, parce qu'on n'a jamais douté, c'est ça ? Absolument. Bon, vous avez raison. Oui, Et en tout cas, je vous remercie infiniment de le souligner parce qu'il y a eu toute une série d'articles ou de chroniques extrêmement suspicieuses en disant mais enfin, comment se fait-il que ceci, que cela ? Une association bien connue pour être exigeante sur les aspects de corruption et tout ça, a saisi la haute autorité qui a donné quitus en disant que les investigations menées et les contrôles effectués font qu'il n'y a rien à reprocher à Emmanuel Macron. Ça se fait rare. Oui. Est-ce que l'équipe proche d'Emmanuel Macron a prévu de lui faire des petites fiches de révision géographique ? Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que l'île de la Guyane, parce que des expatriés français en Guadeloupe et parce que Villeurbanne dans la banlieue de Lille. Oui. Alors, il n'a pas eu le concours général de géographie. Hein. Non, mais vous avez raison de vous moquer. Ça, je le ferai pareil à votre place. Je sais pas bien de me moquer, je suis nul en géographie. Non, mais ce que je veux vous dire, c'est que d'abord, c'est une erreur de frappe dans le bouquin sur l'histoire de Villeurbanne. Il s'agissait de dire dans la banlieue de Lyon au lieu de Lille. Bien sûr. Comme Emmanuel écrit relativement mal, ceci explique cela. Ce qui montre d'ailleurs qu'il a écrit son livre. Sur la Guyane, il était à Mayotte parce qu'il en a parlé. Il parlait de Lille parce qu'il s'y situait. Bref, c'est un lapsus.
c'est pas terrible. Mais vous savez, il a servi en Guyane quand il était à l'inspection des finances, ce qui me laisse penser qu'il connaît bien ce territoire comme il connaît bien notre pays. Merci, c'est la fin de cette émission. Merci Richard Ferrand et Mardi Politique, évidemment. Comme d'habitude, on revient mardi prochain. Oui, mardi. Et merci à Audrey Ottoni et à Pauline Hellman et à toute l'équipe technique.